je ne vais pas vous faire de coup de cœur comme habituellement, puisque nous sommes à la veille du Salon du Livre de Caen, qui va se tenir donc ce week-end, les 25 et 26 mai. Donc je vais vous faire un petit focus sur les auteurs que nous allons recevoir, ainsi que les albums que nous allons donc mettre en avant, et que vous pourrez à la rigueur venir faire dédicacer, et surtout rencontrer un petit peu et échanger avec les auteurs. Alors vous verrez, pour la plupart de ces albums sont souvent des coups de cœur, et vous allez avoir l'occasion pour le coup de les rencontrer. Certains vous les connaissez, d'autres vont sûrement être très nouveaux pour vous, mais vous allez voir, il y a pas mal de petites choses à découvrir. Donc on va commencer assez rapidement avec le premier, avec un auteur qu'on a déjà vu récemment. Donc, premier album, ce n'est pas un inconnu pour vous, puisque je l'avais déjà présenté l'année dernière au même salon, puisqu'il s'agit de Super Soldat. Donc l'auteur en question, c'est tout simplement Jay. Vous l'avez donc rencontré l'année dernière, mais pas tout seul, puisqu'à l'époque j'avais fait venir non pas uniquement Jay, mais aussi les deux scénaristes avec lesquels il avait travaillé, à savoir Jean Blajdian et Jean-Marc Lenné, qui sont tous les deux les scénaristes de cet album. Alors c'est vrai que cette année c'est le 80e anniversaire du débarquement, je ne pouvais pas faire l'économie de faire revenir Jay, sachant qu'on est sur un éditeur aussi qui est local, puisqu'il s'agit d'Orep. C'est quand même une édition qui est juste à côté de Bayeux, donc c'est tout à côté. Et puis son album, qui est un one-shot, était vraiment très fort. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'était ? C'était tout simplement, entre guillemets, l'histoire de deux soldats, deux frères, qui vont en fait se retrouver appelés sous les drapeaux. Et on va suivre justement leur parcours. Ces deux fermiers qui n'ont jamais quitté leur ville, leur petite campagne, qui vont se retrouver recrutés, transbahutés, se retrouver aussi séparés, et qui vont faire bien sûr découvrir le débarquement. Mais là où l'album devenait très intéressant, c'est que certes on découvre le débarquement, mais on va découvrir aussi autre chose, c'est-à-dire toute la période de formation, comment aussi à l'époque ils étaient transbahutés sans qu'on leur explique ni comment ni pourquoi d'un lieu à un autre en Angleterre, pour ne pas laisser de pistes, pour ne pas fuiter d'idées quant au débarquement. C'est tout ça qu'on va découvrir, et puis avec une petite trame un petit peu particulière, mais qui est quand même appuyée sur certains faits historiques. C'est-à-dire que beaucoup des personnages, des frères d'armes qui vont croiser ces deux frères, vont être témoins en fait de faits d'armes hors normes, qui commencent à leur faire supposer que ces deux frères sont pas tout à fait normaux. On va suivre en fait leur parcours avec la grande question, c'est est-ce qu'ils vont se rencontrer, puisqu'ils vont se retrouver en fait dans des unités totalement différentes. Et rien ne dit que l'un ne succombera pas devant la violence des combats. On va suivre en fait tout leur parcours, ces extraordinaires faits d'armes, mais avec cette fameuse question, est-ce qu'on n'a pas affaire à en fait, je vais pas dire une exagération, mais la pression des combats, le stress, etc. fait que souvent des choses ont été grossies, non pas volontairement, parce qu'ils l'ont vécu tel quel, mais ça a été pour eux extraordinaire pour ce qu'ils ont fait. Donc toute cette histoire en plus est relatée dans un superbe noir et blanc, un petit peu, allez, on pourrait dire à l'esprit comics, mais oubliez le côté super-héros classique, hein, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur un côté polar, ça fait très Band of Brothers, on retrouve vraiment cet esprit-là. C'est vraiment très très fort. Puis on apprend pas mal de choses, donc autant vous dire qu'il y a de la documentation derrière. Donc à découvrir, vu l'époque, c'est le moment. Et puis à rencontrer Jay, parce qu'il a vraiment une plume à part, il y a de quoi faire. Je vous retrouve tout de suite pour le second album. Pour ce second album, on va rester dans la dynamique de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pas in situ pour le coup, puisqu'on va parler de flashback d'une certaine manière, avec un autre album qui est La Division. Donc on va avoir la joie de recevoir le scénariste Emmanuel Suarez, qui a aussi fait Corentin Tréguier. Donc la petite particularité de ces deux albums, et de celui-ci notamment, c'est que ce sont tous les deux des podcasts en fait à l'origine, formidablement bien adaptés. Des podcasts de France Culture, hein, tout simplement.
Et comme je vous le disais, donc on a un album qui va nous ramener vers, encore une fois, la Seconde Guerre mondiale. Par contre, un petit peu différemment. C'est-à-dire que là, on va suivre l'histoire d'une jeune femme. Cette jeune femme, en fait, elle est en train de rédiger sa thèse autour de l'histoire, et elle a choisi comme dossier quelque chose d'un petit peu particulier. Donc Claire, elle a choisi de se destiner à écrire sur la fameuse division Charlemagne. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ou vaguement, et se diraient ça me parle, je sais plus, la division Charlemagne, c'est la division française qui a choisi de défendre Berlin contre les Alliés. Donc effectivement, c'est un peu un passé délicat, hein, c'est pas forcément la période la plus ragoûtante pour la France, hein, mais bon, il est bien aussi de montrer les erreurs et les oublis. Et elle décide de creuser, etc., tout ce qui se cache derrière, sachant que là, elle est invitée à la radio, justement pour parler de ses travaux de recherche, d'autant que deux anciens de cette division qui étaient encore en vie viennent de disparaître, et c'est l'occasion de parler justement un peu plus de cette division. Bon, voilà, pas de bol, ça se passe très très mal parce que elle est prise de malaise là-bas. Enfin, toujours est-il qu'elle va quand même, suite à cette épique rendez-vous radiophonique, elle va quand même avoir un appel d'une vieille dame en Bretagne qui lui demande de venir parce qu'elle est prête à lui donner en fait tous les documents, les échanges avec son frère qui a fait partie de la division Charlemagne. Alors autant vous dire que pour elle, son sang ne se fait qu'un tour. Elle se dit qu'elle va avoir accès à des documents qu'elle n'a jamais pu avoir. En plus, le nom ne lui parle pas plus que ça. Donc peut-être qu'elle soulève un lièvre qui n'était pas encore connu de la division Charlemagne. Donc elle décide de y aller. Sauf que très vite, la dame en question va lui faire comprendre qu'elle est prête à tout lui donner. Par contre, elle a une exigence. Qu'elle retrouve son frère. Parce qu'elle est persuadée que son frère, 1, est toujours en vie, et que 2, tout n'a pas été dit sur ce qui a été vécu. Donc clairement, elle va se lancer à la poursuite de cette histoire. L'historienne se fait un petit peu enquêtrice, sauf que voilà, derrière, tous n'ont pas intérêt à ce que ce passé trouble, boueux soit révélé. Donc certains sont quand même prêts à beaucoup de choses pour effacer ces dossiers. Elle va peut-être se retrouver dans des méandres auxquels elle ne s'attendait pas, et peut-être mettre tout simplement sa vie en danger. Donc on va découvrir en fait toute l'histoire. C'est encore une fois une affaire de courage, courage à l'époque, courage aussi maintenant, parce que soulever des histoires difficiles, il ne faut pas manquer de courage pour ça non plus. Et c'est tout ce qu'on va retrouver dans la division. Donc franchement à découvrir parce qu'il y a de quoi faire, et vous pourrez en parler largement, je pense, avec Emmanuel Suarez, qui d'ailleurs fera une petite table ronde qui sera enregistrée et rediffusée si jamais vous ne pouvez pas être là sur Radio Toucan dans l'émission Pulse des Gommes, pour justement nous faire expliquer un peu comment il est arrivé à réussir à transformer un épisode radiophonique en album de bande dessinée. Donc à découvrir, et puis on se voit avec lui ce week-end. Et on passe au troisième album. Donc, le troisième album va vous remettre sur le devant de la scène un auteur que vous connaissez bien et que nous connaissons bien. Pour ainsi dire, un invité classique de aussi bien la librairie que le salon du livre, parce que chaque année quasiment je l'invite. Il s'agit de Pascal Bresson, puisqu'il vient nous sortir un nouvel album qui est tout simplement La Rafle d'Isieux. Donc oui, on reste dans la Seconde Guerre mondiale. Hein. Le fil rouge du salon étant le courage, ça me paraît évident. Mais la rafle d'Isieux, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer ce qu'a été la rafle? Alors certains vous diront non, moi je vais vous répondre oui. Parce que oui, on connaît deux noms. Oui, on sait tous à peu près ce que ça veut dire, mais ça fait pas de mal de rappeler tout ce qui a été en lien avec la rafle d'Isieux. Parce que l'ignominie de ce qui s'est passé, vous vous en souvenez? Mais est-ce que vous faites le lien avec Klaus Barbie, par exemple? Pour ne citer que celui-ci. Il y en a plein d'autres. C'est ça qu'on va retrouver en fait dans la rafle d'Isieux. Donc pour remettre un petit peu les points sur les i, on va dire, on est quand même
pas très très loin de la fin de la guerre, et pourtant, à ce moment-là, en zone libre, une rafle va avoir lieu. Une rafle qui va malheureusement rafler des enfants dans une colonie de vacances. Tous ces enfants vont être emmenés. Et ce qu'on va suivre, là ça aurait été facile de voir les événements, la préparation, etc. Alors c'est vrai que Pascal Bresson n'aime pas la facilité en termes de narration, en règle générale. Là, il a décidé de le faire, de focaliser sur ce moment. Les camions arrivent, tous les gamins dans le camion, à coups de pied dans le derrière, hein, si je peux m'exprimer ainsi, mais malheureusement c'était un petit peu comme ça. Je vous enlève le suspense de tous ces pauvres gamins. En fait, une seule femme reviendra de cette section. Une encadrante, c'est la seule qui reviendra, qui sera d'ailleurs une de celles qui se battra le plus pour faire reconnaître et condamner les coupables de ce crime odieux. Et à partir de là, on va voir tous les protagonistes en fait qui vont être liés à ça. C'est-à-dire le gendarme qu'on missionne pour enquêter sur justement comment une colonie de vacances d'enfants juifs a pu être là, etc. Sauf que très vite, lui, il va surtout se poser comme question, mais qui est à l'origine de tout ça? Comment ça a pu avoir lieu? Donc lui, il va faire son rapport et son enquête, mais en cherchant plus loin, ce qui ne sera pas sans utilité pour les futurs procès. Et puis tous les autres, ceux qui se sont échappés, le village qui va apprendre ça, avait on va dire, couvert par tout ce qui s'était passé, par tout simplement silence, mais qui devient aussi, alors qui était résistant passif, mais qui n'a pas non plus résisté activement, donc très délicat aussi pour eux, mais voir aussi comment les différents protagonistes se sont retrouvés dedans, et puis avancer sur le temps, avancer sur l'histoire de chaque personnage, et puis surtout le déroulé, la déportation, mais aussi aller plus loin. Comment tout ça va nous mener aux souvenirs, aux survivants, au procès, notamment de Klaus Barbie pour crime de guerre. Et puis cette question, qui est à l'origine de ça? Parce que cette rafle, elle ne semble pas logique, tout est en dehors des cadres traditionnels. On se souvient effectivement du Veldiv, des choses comme ça, mais cette rafle, elle est tellement ciblée, elle est tellement particulière qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça sent la délation, ça sent ça sent mauvais, tout simplement. Donc page sombre de l'histoire de France, mais justement qu'il est bien ramené, qui est vraiment rappelé, pardon, et qui est vraiment mené sous forme d'enquête. Donc vraiment à découvrir pour comprendre en fait tous les tenants et les aboutissants, et puis voir de quelle façon en fait ça a été un combat de tous les instants pour ceux qui sont restés, ceux qui ont survécu et qui ont voulu raconter pour que plus jamais l'horreur ne se reproduise. C'est à l'époque actuelle, ça prend une consonance toute particulière qui a le mérite d'être rappelée. Donc à découvrir, même chose, Pascal Bresson sera là aussi pour une table ronde, donc à ne pas manquer, puisque là vous pourrez en savoir un petit peu plus aussi avec lui, parce qu'il est toujours prompt à parler sur le devoir de mémoire. C'est un peu son cheval de bataille. Donc bonne lecture et bonne découverte et à ce week-end. Et maintenant, nous passons au suivant. Donc cette fois-ci, sur le prochain album et le prochain auteur, on va changer un petit peu. On va pas parler de guerre. Par contre, on va quand même rester dans la thématique du courage, puisqu'on va parler de lanceur d'alerte. Alors, cet album, tout simplement, c'est, comme son nom l'indique, Alerte. Donc Alerte, je vous préviens tout de suite, ce sera en 2 tomes. Ce n'est pas une histoire complète. Le premier tome vient de sortir. C'est Yoann Massé qui est derrière, pour ainsi dire tout. Tout fait tout seul, bravo, il faut aller le faire, pas évident. Et puis le sujet, malheureusement, encore une fois, est vraiment d'actualité. Je vous ai lancé le mot lanceur d'alerte. Alors c'est vrai que c'est un terme galvaudé, certains ils voient pas mal de choses négatives et un peu parfois farfelues. Par contre, il y a un vrai rôle, hein, on va juste citer un exemple qui est le Mediator.
J'irai pas plus loin, on va pas rentrer dans les détails, il y a d'ailleurs d'autres BD pour ça. Mais Alerte fonctionne sur le même idée et puis bah, surtout le même creuset. Donc Alerte, c'est quoi? Eh ben, on va suivre Cathy. Donc Cathy, eh ben, en fait, elle est très fière. Elle vient de mettre au point un médicament, un antipsychotique puissant qui semble vraiment efficace. Ils en sont à la phase, donc ils ont terminé les tests, etc. Ils attendent l'autorisation de mise sur le marché. Autant dire que pour eux, tout va bien. Et sa société, enfin la société pour laquelle ils travaillent, Pharmacom, est d'ailleurs super content. Parce que bon, alors oui, pour les patients, c'est top. Pour l'industrie pharmaceutique, c'est encore plus top. Hein. C'est sous. Hein. C'est tirelire à fond. Donc voilà, sauf que c'est la soirée, on va dire, de lancement d'une certaine manière. On félicite, elle est l'architecte de ce nouveau médicament. Et là, eh ben en fait, comme dirait l'autre, et là, c'est le drame. Parce qu'un homme arrive, cet homme rentre dans cette grande villa, et là, il pointe une arme directement sur elle et une comparse. Et bon, là, on imagine le pire. Et au lieu de tirer, en fait, il retourne l'arme contre lui et se suicide. Bon, bah la soirée, elle est gâchée là. Hein. C'est une soirée qui finit mal. Bon, on pense à un désaccès, etc. Sauf que très vite, elle va recevoir un appel d'un ancien comparse de fac qui lui apprend que l'homme en question, en fait, c'était un de ceux qui a participé au test pour la mise la vérification en fait du médicament. Euh, et là, mais il y a un truc qui cloche, c'est pas possible, puisque les tests, en fait, c'est pas sa société qui fait les tests, c'est un sous-traitant. Un protocole très carré, etc. Elle n'y croit pas 2 secondes, c'est pas lié à ça. Il y a forcément une autre erreur. En plus, son nom n'apparaît pas dans le truc. Bon. Elle connaît le bonhomme, elle sait que c'est voilà, son comparse, c'est, allez, pardonnez-moi le terme, mais c'est un fouille merde. Il remue pas mal de choses. Il est pas très très net, mais c'est quelqu'un qui a tendance n'a pas tendance à mentir. Donc, elle, ça la chiffonne quand même. Il y a des choses qui clochent dans ce qui lui ont été donné, dans les résultats, etc. Et elle commence à soulever un lièvre. Elle commence à soulever un lièvre et à se poser des questions. Parce que elle, c'est une vraie chercheuse. Son but, c'est d'aider, sachant que son fils aussi est atteint de certains troubles et problèmes, donc ça la touche quand même personnellement. Donc elle cherche, elle remue très vite et commence à voir qu'il y a eu des failles. Il y a eu des failles dans le protocole qui a été fait par l'équipe sous-traitante, sauf que de l'autre côté, on lui fait bien comprendre que, ben, oui, on va rechercher, mais non, doit y avoir autre chose. Ça peut pas être ça. De toute façon, on a l'autorisation, donc tout va bien. Mais elle commence à craindre la dissimulation d'effets néfastes, voire même dangereux pour la santé. Et puis, bah, le traumatisme de cette mort devant elle. Donc, elle enquête. Et plus elle enquête, plus son avis commence à se faire. Mais surtout, plus sa méfiance aussi commence à arriver. Parce que, en qui peut-elle avoir confiance? Quel est l'intérêt qui va primer? L'intérêt général ou la monnaie sonnante et trébuchante que tous sont prêts à prendre? Bah, tout ça, elle va petit à petit se retrouver dedans avec la peur de trouver son propre père peut-être impliqué dans l'histoire. C'est troublant, c'est dangereux pour elle, mais en même temps, c'est aussi ça, le combat de quelqu'un qui du jour au lendemain se réveille, on va dire, en tant que lanceuse d'alerte, puisque c'est son cas. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on combattre sans lâcher, sachant que la pression va venir de tous les côtés? C'est tout ça qu'on va découvrir dans Alerte. Donc, à découvrir, à échanger avec Yoann Massé, qui lui aussi sera là pour un échange autour d'eux, comme on dit. Donc à découvrir. En attendant, je vous souhaite vraiment de découvrir ce qui se cache derrière. Et puis bah, vraiment avec son talent tout particulier qui a su mettre des petites touches parfois monochromes pour bien faire ressortir des choses. Donc voilà, vraiment très fort. À découvrir d'urgence et puis bah, à rencontrer aussi au salon. Donc on va passer à la suite dans quelques instants.
Avant-dernier album, Frédéric Biel, que vous connaissez parce qu'on a mis déjà plusieurs fois en coup de cœur. Celui-ci, il vient pour son dernier Les Crayons. Donc vous l'avez déjà vu en coup de cœur, hein, pour rappel. Je le réexplique rapidement parce que Les Crayons est un petit peu particulier. On est sur une histoire qui est très personnelle, puisqu'on va suivre, on va se mettre dans les traces de Frédéric Biel, qui décide de repartir vers ses origines, vers son passé, là où il a grandi, avec quelque chose qui l'a marqué, cette enfance, qui l'a amené à devenir celui qu'il est à l'heure actuelle, c'est-à-dire cet aquarelliste formidable, ce dessinateur voulant faire partager des émotions fortes, créer du lien avec ses planches. Toute cette histoire, il remonte le temps pour découvrir justement l'origine de tout ça, et puis un passé qu'il a rarement dévoilé, un passé douloureux, qu'il décide d'ouvrir, de partager et quelque part peut-être de soigner, mais une cicatrice qui a été une plaie ouverte et qu'il décide de partager pour justement peut-être un petit peu plus la faire guérir, mais au moins faire montrer qu'à tout le monde on est tous issus de quelque chose et que ces cicatrices font ce qu'on est à l'heure actuelle et parfois nous permettent de nous rendre encore meilleurs. C'est un petit peu tout ça. C'est une tranche d'une France d'antan quelque part, sans trop vieillir Frédéric, sinon il va me tuer. Mais voilà, ça va vous rappeler des souvenirs, ça va vous replonger en enfance, ça va vous rappeler plein de petites choses. Et puis ce côté doux amer, la relation à l'autre, la construction, la déconstruction, la douleur et la façon de la surmonter. Tout ça est là, comme un certain journal intime un petit peu, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de souvenirs, beaucoup de mélancolie et surtout beaucoup de force. Donc à découvrir parce que là, il fallait tout autant de courage pour le raconter que tout autant de courage que pour nous de l'ouvrir et de se pencher là-dessus tout en faisant miroir à ce qu'on a pu vivre nous aussi. Donc à découvrir, à échanger avec Frédéric, parce que je pense qu'il serait très content d'en parler à mon avis, parce que là pour le coup c'est vraiment personnel, et c'est pas sans rappeler ce qu'a fait Lepage dans Cache-Cache Bâton. On retrouve des petites choses comme ça, donc vraiment à faire, à découvrir, à échanger bien entendu. Donc on se retrouve ce week-end pour ça, et puis je passe au dernier album, avec cette fois-ci un peu plus de légèreté. Alors, dernier album, dernier auteur, encore une fois pas un inconnu, mais là, cette fois-ci, il s'agit de François Gomez avec Castle Witch. Donc là, album jeunesse, mais comme j'aime souvent à dire, mais pas que. Album qui sera en 3 tomes. Donc initialement, on avait espéré voir le 3e et dernier là, pour là maintenant. Bon, faut avouer que François est quelqu'un de super occupé. Il travaille notamment, il officie aussi en tant que professeur pour Brassard, donc autant vous dire que allier le professorat et être dessinateur de bande dessinée, c'est pas forcément aisé, mais il y arrive quand même. Bon, ça veut dire parfois certains retards, en l'occurrence. Donc le retard n'est pas trop long puisqu'on aura le 3e et dernier après l'été, donc ça arrive très vite. Pour Noël, c'est pas plus mal. On est sur quelque chose qui est vraiment intéressant. Et puis bon, c'est du rêve d'enfance. Je vous explique. Donc qu'est-ce que Castle Witch ? Castle Witch, eh bien, en fait, c'est l'histoire de Malo. Malo, son père est policier, il est un peu livré à lui-même parce que, des horaires hors normes, atypiques, travaille énormément. Pas le choix, hein, c'est comme ça. Il vit un petit peu, puis vivote, hein, on va dire ça comme ça. Son père est quand même assez strict et il y a des fois il fait quand même quelques petites conneries, mais bon, c'est un gamin, hein, soyons clairs. Mais voilà, un jour il va entendre une gamine hurler, etc. Et lui, comme on dit, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, il peut pas s'empêcher d'aller voir ce qui se passe pour protéger, aider, etc. Et puis il va trouver une gamine en fait dans le coma, hein, tout simplement. Donc il appelle tout ce qu'il faut pour ça. Bien sûr, il va se faire passer un savant par son père parce que, en fait, il y a pas mal d'histoires de gamins qui sont pas en bon état en ce moment et son père
il sait qu'il peut pas le protéger, donc ça l'ennuie un petit peu qu'il soit parti en dehors des semaines battues. D'un autre côté, il a fait quand même quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'il a aidé et il a potentiellement sauvé quelqu'un, même si elle n'est pas dans un état formidable. Mais bon, bref. La vie continue, puis il va retrouver en fait son petit train-train, ses amis. Des amis, c'est un peu bizarre parce que c'est je t'aime moi non plus, ils sont proches de lui et en même temps ça s'envoie des pics à tire l'arigot. C'est un petit peu bizarre. Jusqu'au moment où en fait, il va découvrir un gamin qui se retrouve attaqué par une gigantesque créature. Et là, du jour au lendemain, en fait, un espèce de gros monstre bleu va arriver et le défendre. En fait, ce monstre bleu, il ressemble vraiment à la petite créature, son petit ami imaginaire qui s'est d'enfance, qui s'était inventé. Eh bien, c'est pas sans raison, parce que c'est effectivement son ami imaginaire. Tous les enfants ont de l'énergie imaginaire, c'est-à-dire la capacité d'utiliser une espèce d'énergie magique qui va faire vivre ces créatures. En grandissant, elle disparaît petit à petit, ou en tout cas diminue, ce qui empêche souvent ces créatures de continuer à vivre. Sauf que voilà, ce sont des créatures vivantes à part entière, et certaines ne veulent pas disparaître. Donc elles sont prêtes à tout pour continuer à vivre, y compris à s'emparer de l'énergie imaginaire d'autres enfants, et ce de façon violente. En l'occurrence, ils deviennent des cauchemars. On va suivre, cauchemar étant un signe un peu simple, mais bon, vous retrouvez. On va suivre en fait toute l'histoire de Malo qui va découvrir ce monde, qui va découvrir sa capacité, et puis cette guerre secrète qui couve, que seuls les enfants ou certains enfants connaissent, mais qui pourrait avoir de vraies incidences sur l'ensemble du monde sans que personne ne le sache. On va suivre en fait son histoire, son aventure, c'est une quête initiatique, on retrouve un petit côté magie, il y a pas mal de légèreté, il y a pas mal d'humour aussi, et les lieux, c'est juste magnifique ce qu'il a fait, c'est très baroque dans la façon de faire, ces côtés, t'as un commissariat de police dans une église, j'ai trouvé ça génial. Là, je lui en ai déjà parlé, mais je trouve l'idée top, il y a plein de petites choses comme ça, il y a plein d'idées qui sont disséminés dans l'histoire. Vraiment à découvrir parce que c'est frais, c'est plaisant. L'histoire est courte, il y aura que 3 tomes, donc vraiment efficace. Et puis il y a une petite astuce scénaristique que j'adore, c'est le côté roman qu'on va retrouver en fin d'album en fait, qui décortique certains personnages et qui font un lien avec ce qui va arriver, ça donne de la profondeur. On va un petit peu plus loin dans le contexte. Donc vraiment de la qualité, du travail graphique et scénaristique top. Vous me direz qu'avec Jarry au scénario, c'était forcément évident, aidé par les couleurs de Sandrine Cordurier. Il y a de quoi faire, je vous le cache pas. Donc on attend très sincèrement le 3e et dernier tome. En attendant, vous en avez déjà 2 de sortie. Françoise sera donc là au Salon du Livre pour en parler avec nous, tout simplement. Donc à découvrir, à faire dédicacer. Et puis voilà, un album pour les jeunes et les moins jeunes, pour tout le monde. Donc vraiment à faire du bien. Vous voyez, c'était la petite touche de légèreté que j'avais envie de faire découvrir et qui malgré tout reste dans le fil rouge parce qu'il va en falloir du courage à Malo pour affronter tout ça et sortir de sa zone de confort. Et découvrir un monde totalement nouveau. Donc on reste sur une autre forme de courage, même si c'est un courage un petit peu plus enfantin. Voilà, donc avec ce dernier tome, on a fini notre sélection. C'est vrai qu'on a un petit peu moins d'auteurs que les années passées, qui malheureusement, on a eu des annulations de dernière minute. Alors franchement, qui sont pas du fait de qui que ce soit. Il y a des impondérables dans la vie, donc il faut savoir faire avec. Donc j'espère que ce n'est que partie remise en l'occurrence. Toujours est-il que là, moi maintenant, à partir de là, je peux vous dire que on n'attend plus que vous. Nous serons là donc samedi et dimanche, 25 et 26 mai pour le Salon du Livre.
Tous ces auteurs seront là, ils vous attendent. Attention toutefois, il y en a une partie qui vont partir dans la partie de dimanche après-midi. Donc n'oubliez pas de ne pas être trop tard parce que si vous voulez les découvrir, ça sera peut-être un peu compliqué. Certains seront en table ronde, donc n'hésitez pas à consulter les programmes. Si vous n'avez pas le programme physique, vous l'avez en ligne. Donc allez voir, parce que de toute façon, nous avons prévu pour le bien-être de tout le monde que suite à ces tables rondes, nous ferons des séances de dédicaces directement sur place. Donc si jamais vous êtes pile dans le créneau d'une table ronde, filez, au lieu en question. Souvent ce sera soit le théâtre éphémère, soit le studio 24. Voilà pour les dernières infos. Pour le reste, vous savez où nous serons, hein, donc il suffit de venir nous voir. Les questions, comme d'habitude, vous pouvez nous les poser, il n'y a pas de problème. Dernière précision, comme à chaque fois, il faudra acheter les albums sur place pour pouvoir les faire dédicacer, sauf si bien sûr vous l'avez acheté auparavant à la librairie. Voilà, tout simplement. Donc à partir de là, je vais vous souhaiter un bon salon, une bonne découverte parce que j'espère que vous allez découvrir des choses. Et puis c'est l'occasion aussi de voir plein d'autres choses puisque nous ne sommes pas tous seuls. Nos confrères seront là, que ce soit confrères BD ou confrères généralistes. Donc il y aura de quoi faire sur le salon, donc à découvrir. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et puis à ce week-end. Allez, au revoir.